Pour cette émission d'Entre nous estivale, nous sommes au Musée au Parc Vanier pour vous faire découvrir le contenu de la nouvelle exposition de leur musée, mais aussi des activités de la cabane à sucre. Avec Yannick Labossière, conservateur ici au Musée au Parc. On va vraiment parler de ce magnifique travail, je devrais dire, qu'il a fait pour ce musée. Première question, Yannick, que j'ai envie de te poser, là, parce que j'entendais tes collègues, là c'est un scoop que je te partage, tu ne leur diras pas que je t'ai dit ça, mais j'entendais tes collègues dire que tu es un passionné de vanille. Pourquoi toi c'est si important pour toi de léguer ça, non seulement à la population qui est là présentement, mais aussi aux générations futures, toute l'histoire de vanille? Bien, ça fait une dizaine d'années, plus qu'une dizaine d'années que je suis arrivé au Musée au Parc et puis au long de mon travail, bien, c'est ça, je me suis un peu passionné pour l'histoire de Vanier. Puis ce qui m'a surpris le plus au courant de toutes ces années-là, c'est de savoir à quel point il y a des choses de grande importance pour la francophonie ontarienne qui sont nées à Vanier, qui sont venues de Vanier. Et puis, comment est-ce que les gens qui ont grandi à Vanier, surtout dans le temps où Vanier s'appelait Eastview, donc comment ces gens-là étaient fiers de leur petit coin de pays, là, de leur ville. Est-ce que toi, tu t'es donné comme mandat de réveiller la mémoire de beaucoup de ces francophones là, qui ont oublié que quand même, Vanier est quand même, selon moi, pour moi qui suis arrivée comme il y a 7 ans ici au Canada, que Vanier est vraiment le cœur de la francophonie, pour moi. Mm-hmm. Bien, je ne me suis pas vraiment donné ce mandat-là au départ. Il est venu te chercher peut-être? Il est venu, oui, il est un peu venu me chercher là, au courant du travail. Mais si chez nos visiteurs, là, ça peut réveiller cet élan-là de fierté, je pense que je vais pouvoir dire qu'on a accompli notre travail, notre mission. C'est sûr. Et puis, les gens pourront avoir accès à ce magnifique musée sur lequel tu as travaillé avec une belle équipe depuis des mois. Des années. Des années. Oui, ça que je voulais demander, là, c'est quoi la différence entre le musée qu'on a en ce moment, là, dans lequel on se retrouve, et l'ancien musée? Je pense qu'on est dans une nouvelle ère. Bien, c'est complètement changé, là, ça n'a plus rien à voir. L'ancien musée, donc, il y avait un beau travail de fait avec l'ancienne exposition permanente qui a été lancée en 2006. Mais au courant des années, on avait un peu essayé de modifier, de racheter des choses, d'enlever des choses. Puis à la fin, c'était un peu comme une espèce de tissu rapiécé. Là. Tu sais, c'était un petit peu... ça manquait peut-être un peu d'uniformité et tout ça. Et puis là, avec le nouveau travail, la nouvelle exposition qu'on a fait, là, ça met vraiment le musée là, au goût du jour. C'est vraiment une exposition qui est de très grande envergure, de grande ampleur. Et puis, tu sais, Ottawa, c'est la ville des musées. On est baigné dans les musées nationaux. Pour un musée un peu plus petit comme le nôtre, c'est souvent difficile de se comparer aux musées nationaux parce que les budgets sont évidemment pas les mêmes du tout. Mais je pense sincèrement qu'avec l'exposition qu'on a, là, on peut se comparer avantageusement avec les grands musées. Très sincèrement, là, moi, je peux te dire que je suis fière de voir un musée aussi à la pointe de la technologie, puis de voir tout le travail que c'est tellement bien détaillé, les images, le choix des écrits aussi. Je pense que c'est tout ça qui fait les couleurs, surtout les couleurs. Est-ce que les couleurs, c'était tes choix ou… Non, c'est les choix du designer. Le designer, on va en parler un peu plus tard parce que vous êtes allé chercher la crème de la crème pour travailler sur ça. Mais sinon, si on continue à parler du contenu du musée, tu me confiais comme ça que tous les écrits qu'on voit là, c'est vraiment des écrits qui ont subi une chirurgie. Ça ne doit pas être facile, hein, parce que tu veux tout dire en même temps. On veut en dire beaucoup, et puis quand on écrit un texte sur certains sujets historiques, on pense que chacune de nos phrases, chacune de nos affirmations est importante. Et puis, comme tu le disais, là, quand on écrit des textes pour les expositions,
c'est pas comme un livre. Un livre, ça peut prendre l'ampleur que ça veut, mais pour des murs d'exposition, il ne faut pas que ça soit trop grand, il faut que ça soit concis, il faut que ça soit facile à comprendre pour le visiteur. Et puis, plus souvent qu'autrement, bien, on coupe, puis on coupe. Et puis même à l'étape... ça fait mal quand on oui, coupe, oui, hein? à l'étape de rédaction, on coupe parce que c'est trop gros. On a des limites de mots en départ, là, au départ, là, quand on rédige. Et puis même rendu à l'étape du design, bien là, oh, c'est trop grand, c'est trop grand. Ça ne rentre pas sur le panneau, bien, on coupe, puis on coupe on coupe encore. Oui, ça fait mal au cœur parce qu'on pense que tout est important, mais... Il y a quelque chose que Annick, ta collègue Annick Normand me mentionnait, c'est qu'avec avec ce musée-là, on aura l'opportunité d'avoir des codes QR, ce qui permettrait d'avoir plusieurs autres informations qui ne se retrouvent pas sur les murs. Puis je pense que quelque part, ça peut te soulager un peu? Oui, effectivement, comme je donne souvent l'exemple pour la section sur l'œuvre de Jacques-Cartier. La rédaction initiale, là, c'est étalé sur une quinzaine de pages, mais il y a seulement... Imagine le travail en arrière. Mais il y a seulement 500-600 mots qui sont sur le mur. Donc, il y a vraiment un travail de chirurgie, là, comme tu le disais tantôt, pour arriver à ça. Et puis, mais avec la nouvelle technologie, on peut présenter du nouveau contenu qui ne cadre, bien, pas qui ne cadre pas, mais qui ne fait pas sur les murs. Oui, c'est sûr. C'est ça. Donc, l'Ordre de Jacques-Cartier, c'en est un bel exemple, mais les codes QR, le contenu sur les codes QR, on a essayé vraiment d'aller avec une belle variété, pas seulement des textes avec trop longs. Il y a quelques textes qui vont être un peu plus longs pour les gens qui sont intéressés, mais il ne faut pas non plus que... habituellement, c'est les visiteurs qui viennent au musée. Ils ne viennent pas ici pour lire l'encyclopédie non plus. Ouais. Okay. Là, on va venir sur ton travail, sur tout ce que tu as pu écrire, tout ce que tu as pu faire comme chirurgie, qui t'a fait de la peine au cœur, mais en tout cas, on sait qu'on a gardé le meilleur sur les murs et aussi avec le code QR. Parlons maintenant de ce qui t'a touché dans tout ce musée, dans tout le travail que tu as fait. Tu as mentionné l'Ordre de Jacques-Cartier et tu m'as dit que ce n'était pas juste ça, hein, juste pas l'histoire, il y a aussi l'histoire avec Madame Lalonde, tout ça, qui sont des histoires qui sont venues te chercher. Oui, bien, il y a la section, c'est la quatrième section de l'exposition qui raconte un peu là, Vanier à la défense de la francophonie. Et puis, il y a plusieurs thèmes là-dedans, le règlement 17, ce qui s'est passé à Vanier pendant le règlement 17. Il y a Bernard Grandmaître, qui est le père de la loi 8 sur les services en français en Ontario. Il y a la patente l'Ordre de Jacques-Cartier aussi, qui est née à l'église, au presbytère de l'église Saint-Charles. Et puis, il y a aussi Mme Lalonde avec SOS Montfort. On a une très belle section sur Mme Lalonde et puis tout le mouvement de SOS Montfort. Beaucoup. Et puis, cette section-là, elle est magnifique. Et puis, j'ai vraiment hâte que les gens viennent la découvrir. Et puis, je pense que la section, c'est la section qui m'a vraiment fait chaud au cœur. Pourquoi? Est-ce que c'est à cause des entrevues que tu as faites avec des gens ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, bien, les entrevues, je n'ai pas vraiment fait d'entrevues pour l'exposition en tant que telle, mais c'est les thèmes abordés qui sont venus, me chercher. Oui. Un thème en particulier, juste comme ça? Je suis très attaché au thème de l'Ordre de Jacques-Cartier, mais avec l'exposition, je pense que c'est SOS Montfort qui est venu me chercher un peu plus. Ouais. Et tu vois un peu, quand tu travailles sur ce genre de projet-là, sûrement, si je prends l'exemple de SOS Montfort, tu vois un peu le contraste de ce qui s'est passé comme des années avant et ce qui s'est passé en 2018-2019, lorsqu'il y a eu les coupures. C'était quelque chose, ça réveiller des souvenirs chez beaucoup de francophones. Oui, c'est ce qui s'est passé avec les coupes du gouvernement conservateur encore. Ça a rappelé des mauvais souvenirs à tout le monde. Les gens étaient prêts à ressortir leur pancarte. J'étais là sur place, je te dis, il y avait des pancartes. Parlons des artefacts, parce que là, déjà, on le voit en arrière de toi, je ne sais pas dans quelle section qu'on se retrouve là, mais il y a plein d'artefacts dans tout le musée. Comment tu as pu les avoir? Comment s'est fait le travail? Bien, il y a environ, là, dans toute l'exposition, il y a plus de 150 artefacts qui sont présentés au public. Il y a beaucoup d'artefacts qui étaient ici depuis
belle lurette, comme on dit. Là. Donc, moi, je suis arrivé au musée en 2010. Il y a une grande majorité des artefacts qu'il y a dans l'exposition qui étaient déjà ici. Et puis, c'est pour le reste, mais c'est des dons au fil des années qui sont venus enrichir la collection du musée. Il y a quelques artefacts forts qui sont venus s'ajouter dans les dernières années, qui nous ont vraiment marqués, puis on ne pouvait pas ne pas les mettre dans l'exposition. On pense seulement à la cloche, oui. Exactement, c'est ça que je voulais Oui. dire. La cloche, je pointais le doigt là, la cloche. C'est quoi cette cloche-là? C'est une cloche qui était, bien, premièrement, ici, là, sur le terrain des Pères Blancs, il y avait un immense Scholastica qui est, si les gens connaissent un peu le coin, là, qui était situé exactement où le stationnement est entre la bibliothèque Là, on fait et l'histoire. le centre Richelieu-Vanier. Donc, il y avait un immense Scholastica qui était une école pour les prêtres dans le but de devenir missionnaire en Afrique. Et puis, cette cloche-là était sur le toit du Scholastica. Et puis, par un heureux hasard, et puis cette cloche-là a fini par se retrouver au Musée au Parc. Ouais. Ben, c'était sa destinée, là, de retrouver, Exactement. Et de puis, retrouver sur ses pas. oui, et puis, donc, c'est un exemple d'objet qui ne pouvait pas ne pas être dans l'exposition. Et puis, avec le présentoir, tout ça pour la cloche, on tourne le corridor de l'exposition et puis là, on voit la cloche et puis c'est vraiment je ne vais pas mentionner qu'est-ce qui a été coup de cœur pour moi. Bien, c'est sûr qu'il y a la cloche, puis il y a une autre section où est-ce que, je dis rien, vous allez venir au musée pour venir voir qu'est-ce que c'est, mais on va parler de ta collaboration avec le designer qui s'appelle Stéphane Kenuel. Et Kenuel, tu parlais des couleurs, c'est lui qui avait décidé un peu, puis on se disait que l'équipe était allée chercher la crème de la crème. La crème de la crème. Pour ce musée. Oui, donc Stéphane, en plus de faire des expositions, monter des expositions, il est designer senior au Musée des Beaux-Arts du Canada. Donc, il participe à plusieurs projets de très grande envergure là, depuis de nombreuses années. Est-ce que ça a été difficile de travailler entre toi et moi? Parce que tu as ta vision forte de qu'est-ce que tu voulais pour ce musée. Non, ça a été excessivement facile. Je lui fais totalement confiance au niveau du design. Moi, en tant que conservateur, je suis responsable de tout ce qui est contenu. Donc, qu'est-ce qu'on écrit sur les murs, quelles photos on met, quel artefact on présente. Donc, j'ai le dernier mot au niveau du contenu, mais au niveau du design, je lui fais totalement confiance. Et puis, avant de se lancer dans ça, c'est sûr qu'il t'a fait des suggestions. Est-ce qu'il t'en a fait 2, 3 et puis tu l'as aidé à choisir, à décider? Bien, en début de projet, là, lui, il nous présente un peu les idées pour chacune des actions. Moi, j'arrive avec les grands thèmes, ce que je veux parler, les artefacts que j'ai. Et puis, lui arrive avec des idées pour, OK, cette section-là, je la verrai comme ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Et puis, à partir de là, bien, c'est comme si on bâtit une maison. Donc, on arrive avec une brique. Et puis, on a des idées au départ. Ces idées-là se peaufinent en cours de route. Et puis, on a le résultat qu'on a Écoute, à la fin. encore une fois, félicitations. C'est une très belle initiative. Le musée, il est très, très beau. Et puis, on vous invite à avoir plus d'informations, www.museauparc.ca et aussi à venir sur place pour venir visiter le musée. Et Yannick, on va te garder avec nous autres parce qu'on revient après la pause pour parler des chroniques d'Eastview sur lequel tu as travaillé aussi. Le lancement a été fait, et une belle collaboration avec les éditions David. Et puis, tu vas nous donner quelques petits scoops de qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On est toujours au musée au parc, plus précisément dans le musée, ce nouveau musée que le musée au parc a mis sur pied avec toute l'équipe, conservateur de ce musée-là avec moi, Yannick Labossière. Yannick, tu n'as pas travaillé seulement sur l'ouverture de ce beau musée, tu as aussi travaillé sur ça. Oui. Les chroniques d'Eastview, un beau partenariat avec les éditions David.
Et ça m'a fait plaisir de vous recevoir en studio pour en parler en primeur. Merci beaucoup. Là, il y a eu le lancement qui s'est passé dernièrement. Comment ça a été? Comment ça a été reçu par la communauté? Ça a vraiment très, très, très bien été. Les gens ont beaucoup apprécié l'ouvrage et puis ça a beaucoup touché aussi les gens qui ont pris part à ce projet-là. Tu m'en avais déjà parlé un peu, mais pour faire ça, vu que tu n'avais pas de limite, tu as eu à faire des entrevues avec des gens. Tu as appris des affaires que peut-être tu avais oubliées ou que tu ne soupçonnais même pas. C'était quoi? C'est plus on ne soupçonnait pas parce que le but de faire des entrevues orales, c'est vraiment d'aller chercher des anecdotes, des histoires personnelles, des informations qui ne sont pas dans les livres d'histoire. Donc, en général, les informations qu'on est allé chercher pour ce livre-là ne se retrouvent pas ailleurs que dans la tête des gens que j'ai interviewés. Et puis, c'est quoi comme l'interview qui t'a, toi, le plus touché ou bien peut-être le top 2? Top 2? Là, je te pose une colle. Il y a l'entrevue avec Mme Lalonde qui était très intéressante. On a l'entrevue avec M. Grandmaître aussi, avec Guy Cousineau qui était le dernier maire de Vanier. M. Cousineau nous a appris aussi une anecdote particulière. Donc, à la dernière séance du Conseil, donc au mois de décembre 2000, avant la fusion en janvier 2001. Donc, la dernière résolution du Conseil a été de nommer la ville d'Ottawa ville bilingue. Évidemment, bien, ça ne s'est jamais fait. Oui. OK, c'est de belles anecdotes. C'est de belles anecdotes. Bien, ça, c'est du côté des gens un peu plus avec une certaine notoriété, donc des politiciens, tout ça. Mais ça m'a beaucoup aussi touché des gens un peu plus ordinaires, on pourrait dire. Là, on avait vraiment les anecdotes de cours d'école et puis comment est-ce que les gens vivaient à l'époque, là, vraiment. Ah, je me rappelle maintenant que tu racontais ça, je pense quand tu étais passé en studio, une anecdote avec Mme Lalonde qui avait pris un document qu'elle ne devait pas rapporter à oui, oui, c'était Les Mérillons. Les Mérillons, c'était le journal de l'Ordre de Jacques-Cartier. Donc, il était distribué aux membres de l'Ordre. Et puis, comme tout était secret dans l'Ordre de Jacques-Cartier, les membres avaient comme consigne de lire le journal, l'espèce de petite revue, et puis de le brûler par la suite, pour ne pas laisser de traces. Donc, mais Mme Lalonde, elle était jeune, peut-être en 6e, 7e, 8e année, avait mis la main là-dessus parce que son père était dans l'Ordre de Jacques-Cartier. Et puis, elle l'avait amené à l'école. Et puis, sa professeure, qui était une sœur, savait très bien ce qu'était l'Ordre de Jacques-Cartier. C'est une activiste depuis le jeune âge. Oui, et puis là, elle avait vu Mme Lalonde avec ça dans les mains, et puis elle lui avait dit de ramener rapidement ça à la maison, et puis de le remettre tout ce qu'elle avait pris, puis de ne plus jamais toucher. Là, on voit que tu essaies de toutes les manières possibles, ça c'est mon avis et mon opinion, de révéler la belle francophonie qui se trouve à Vanier, de raconter des histoires pour que les gens se rappellent un peu. C'est des choses qui vont rester dans l'histoire pendant longtemps. Un livre, ça reste pendant longtemps. Donc, parlons de ce partenariat que vous avez fait avec les éditions David, qui sont vos voisins même d'ailleurs. Oui. Donc, c'est un peu comme l'ouvrage, c'est un peu comme la dernière étape d'une dizaine d'années d'entrevues de collaboration, qu'on a faites au Musée au Parc. Et puis, lorsqu'on a eu l'idée de publier un livre, l'association avec les éditions David s'est fait de manière automatique. Alors, pour quelqu'un qui se poserait la question de savoir pourquoi je dirais les chroniques d'Eastview, qu'est-ce que tu lui dirais? Bonne question, hein? Bonne question. C'est vraiment l'histoire. C'est l'histoire de Vanier, c'est l'histoire populaire de Vanier. Et raconté de manière très facile à lire. Très facile à lire. On a des petits textes qui mettent un peu le contexte historique, et puis on laisse la place aux extraits, aux gens qui se confient, aux gens qui nous racontent leurs souvenirs d'enfance. C'est comme écouter
grand-papa raconter Raconter ses des ses histoires. souvenirs d'enfance. Ça, c'est exactement ça. Ben, ça serait un bon ouvrage pour les parents à lire aux jeunes pour leur faire découvrir la francophonie et puis tout ce qui s'est passé vraiment des années en arrière là ici à Vanier. Yannick, merci beaucoup pour ton dévouement pour la francophonie, Merci. pour ton amour pour Vanier parce que grâce à toi, ben, on a une exposition au musée qui est incroyable. On a un ouvrage aussi sur lequel on peut se référer pour connaître l'histoire de Vanier. Bravo à toi et à toute ton équipe. Merci. Et puis pour les gens à la maison, déjà, première des choses pour venir voir tout ce qui se passe ici au musée du Muséoparc, vous visitez le www.muséoparc.ca pour avoir les heures d'ouverture du musée et pour vous procurer Chronique 10 Views, ce serait facile, c'est pour aller à un site web que vous connaissez déjà, www.éditiondavid.com. Nous, on va prendre une pause et juste après, on parle avec Annick Normand, mais cette fois-ci, on va aller à la cabane à sucre. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Cette fois-ci, on parle avec Annick Normand, agente des communications ici au Musée au Parc, et on vous parle des activités de la cabane à sucre qui a ouvert ses portes depuis mars. Oui, à la fin mars, durant le Festival des sucres, on a procédé à l'inauguration. Alors, pour l'ouverture, je pense que vous avez pensé grand, c'est-à-dire donner accès à toute la communauté. Oui, bien, on le sait, là, les gens à la cabane à Vanier, ça fait partie de l'histoire ici là, depuis que les Pères Blancs étaient là. Donc, on avait vraiment hâte là, de pouvoir redonner la cabane à la communauté puis de tenir des événements de tout genre ici là, tout au long de l'année. C'est sûr que durant la période des sucres, c'est notre période phare ici. On se concentre là-dessus, mais le restant là, de mai à décembre, là, on peut faire des belles activités ici à la cabane. Alors, pourquoi moi, je devrais choisir la cabane à sucre pour faire une activité familiale ou bien une activité pour la communauté? Oui, bien, le décor enchanteur de la cabane est propice à ça. T'sais, on est dans une forêt urbaine, on est à 5 minutes du centre-ville, c'est quand même assez accessible. Il y a de l'autobus qui vient aussi, donc il y a de l'espace en masse pour les enfants pour jouer. Puis la cabane est quand même assez grande. On a un espace à peu près de 60 personnes assises, 75 debout, donc ça permet des belles réceptions. Dans le passé, on a eu, tout récemment, on a eu la cérémonie citoyenneté de nouveaux Canadiens, donc rien de plus typique qu'une cabane à sucre pour recevoir son titre de résident permanent, et puis de citoyen canadien, pardon. Et puis d'autres événements du genre, on va avoir des baptêmes aussi au courant de la saison, des mariages, on a eu plusieurs demandes aussi. Je pense que c'est juste une façon d'amener la nature, puis la modernité puis l'urbanité ensemble. Donc, c'est un cadre très enchanteur pour ça. Et puis, je suis sûre que les forfaits, il y en a plusieurs, pas juste un seul. Oui, c'est ça. Donc, on a élaboré quelques offres pour la clientèle. On a pour des réunions d'affaires, par exemple, puis on peut offrir... Oui, c'est ça. On a une formule cocktail aussi, puis une formule repas. Donc, si les gens veulent venir pour un dîner ou pour un souper, ça peut être fait là, avec des groupes avec un minimum de personnes. Mais sinon, on peut faire toutes sortes d'événements. Puis, on est aussi axé sur le sur-mesure. On veut vraiment que les gens s'approprient la cabane puis en fassent leur propre événement avec eux. Alors, tu parlais de mariage. Là, on sait que l'été, c'est souvent la période des mariages ou bien l'automne. Alors, pour, je vais dire, réserver la cabane, ça nous prend combien de temps? Et c'est quoi je vais dire, vos dispositions pour recevoir des gens qui veulent faire un mariage ici? C'est sûr qu'on travaille avec notre chef, donc on a besoin d'un petit peu, d'un minimum d'avance, mais on est super flexible. Là. C'est pas trop, on n'a pas eu trop de demandes encore parce que les gens commencent à apprendre que la cabane est disponible et tout ça. Donc, en ce moment, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous appeler ou consulter notre site web pour communiquer avec nous pour détailler ça. Mais c'est la beauté d'avoir le chef aussi, comme je le disais, à la cabane parce que ça vient avec le forfait. Donc, on travaille avec Julien, puis Julien est vraiment il trouve ça très important de travailler avec des produits locaux, de travailler avec les fruits et les légumes qui sont en saison. Donc, c'est pour ça qu'on n'affiche pas nécessairement un menu
On peut donner des idées, des types de bouchées qu'on peut faire, des choses comme ça, mais il aime vraiment beaucoup parler avec le client puis essayer de voir ce qu'il veut, puis voir ce qui est disponible pour avoir le meilleur résultat. C'est la question que j'allais même te poser parce que ça se peut, tu sais, les futurs mariés, souvent, ils sont très exigeants sur le menu, on va pas se le cacher. Donc, c'était ça de savoir si le chef, il est assez flexible pour pouvoir apporter ce que le client veut sur la table. Je pense que oui. Oui, tout à fait. Là, même nous, pour nous, nos événements qu'on organise, par exemple, à l'inauguration du musée, le lancement du livre, c'est avec Julien qu'on a travaillé. Puis on lui donne carte blanche, il nous offre tout le temps des choses super originales. Puis quand même, là, qui plaît là, au plus de gens. Puis il est conscient aussi des restrictions alimentaires, des allergies, tout ça. Donc. Pour les réservations, Annick, comment ça fonctionne? Oui, vous pouvez nous appeler ou consulter notre site web, nous envoyer un courriel à la cabane@museoparc.ca. Et puis, c'est ça. C'est très simple. Autre chose que tu voulais mentionner, je ne sais pas si on est autorisé à en parler, peut-être. Tu as dit qu'il y a quelque chose qui se préparerait peut-être pour l'automne, ici à la cabane. Oui, bien, on veut vraiment offrir une programmation plus régulière à la cabane. Donc, vraiment des activités. Je sais que par le passé, il y avait Bière et Boucher qui était tenu ici à la cabane. Donc, c'était c'était nous qui l'organisions. Puis on avait des microbrasseries de la région qui venaient et nous proposaient différentes dégustations de bière. On faisait des accords avec des mets, des petites bouchées. Donc ça poignait bien. Fait qu'on voudrait leur faire. On a eu d'autres idées, faire des quiz nights, des trivia nights. Donc, c'est des choses qu'on veut développer. Puis, on fait aussi appel à la communauté. Si jamais il y a un organisme qui veut organiser un événement ici ou qui voudrait être partenaire avec nous pour organiser un événement quelconque, nous, ça va nous faire plaisir là, de travailler avec eux. Donc, c'est pour ça qu'on parle de forfait, parce qu'il y a le forfait où est-ce qu'on peut devenir partenaire avec vous pour organiser un événement ou bien louer la cabane à sucre pour faire un événement. C'est ça. La question qui va me venir maintenant, c'est par rapport à toi. Est-ce que ça fait du bien de travailler pour le musée au parc? Je pense que tu vas me dire oui, mais pourquoi tu vas me dire oui? Oui, bien, moi, ça va faire 2 ans là, au mois de novembre là, que je suis ici. Donc, je suis arrivée vraiment dans un moment d'ébullition totale. Les projets étaient super effervescents. Là, tout était sur le point d'être lancé où on travaillait là-dessus. Donc, là, de voir tout ça qui se concrétise puis d'animer la cabane, animer le musée qui est maintenant ouvert, ça fait du bien, ça de revoir les gens. Puis vraiment, comme je disais, d'avoir une programmation pour que les gens viennent puis qu'il y a une raison de revenir au musée au parc aussi. Ça me fait vraiment plaisir là, de tout ça. C'est fou comme quelqu'un qui travaille en communication est poussé souvent à gérer beaucoup de choses en même temps. Tu parles de gérer la cabane à sucre, tu parles de gérer l'ouverture du musée. Il y a aussi eu le lancement des chroniques d'Eastview. Ouais. Tout ça là sur ta tête et la tête de l'équipe aussi, je sais, mais à organiser tout ça, c'est un peu tiré par les cheveux, mais tu y arrives. Hein? Bien, on y arrive. On est une petite équipe. Hein? On est 5, fait que tout le monde met la main à la pâte. Puis les événements, j'aime beaucoup ça. Tu sais, j'ai de l'expérience aussi par le passé. Ah, okay. Puis donc, ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'organisation, mais c'est le fun après de récolter le fruit de tout ça, puis de voir le sourire sur le visage des gens. J'ai parlé avec ton collègue, avec Yannick, et il était tellement fier de parler, tu sais, de l'ouverture du musée, de l'exposition. C'est quoi ton sentiment par rapport à ça? Ah ben moi aussi, là, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à chaque matin, on rentrait, il y avait quelque chose de nouveau. Ça a longtemps été vide, où les murs étaient comme construits, mais c'était blanc, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Puis là, une fois, tu sais, on rentre là, le matin, puis ça, c'était pas là, un nouvel artefact. Fait que c'est vraiment le fun, là, qu'on puisse vraiment... ramener les gens au musée, c'est vraiment ça qu'on veut faire, puis offrir toute l'histoire de Vanier, l'offrir aux gens, puis le faire découvrir. Là. Merci beaucoup, Annick. Écoute, bon travail, bon été à toi, et puis je pense que le site web fétiche, c'est lemuseauparc.ca. Exact, tout est là. Merci. Merci à Yannick qui nous a fait découvrir la belle exposition du musée qui se trouve à l'intérieur du musée au parc. Le site web à visiter www.museauparc.ca pour avoir accès à tout ce que vous avez besoin de savoir pour venir visiter cette belle exposition-là. Il y a aussi Yannick qui nous a parlé de la cabane à sucre et aussi de toutes les activités qu'on peut y avoir ici. Encore un seul site web à visiter www.museauparc.ca parce que si vous avez un mariage à préparer, c'est l'endroit à visiter.